s'est assis devant l'ordinateur pour se fabriquer lui-même un diplôme. Tout ça, ça caractérise notre pays aujourd'hui. Ça caractérise notre pays parce qu'il y a de graves violations des droits de l'homme et des libertés. Il y a un phénomène qui est apparu dans notre pays qui inquiète. Il y a 2 semaines et quelques jours, le BR nous avait invité à son siège pour dénoncer, n'est-ce pas, l'insécurité galopante dans notre pays. Aujourd'hui, vous entreprenez la route, vous avez peur. Vous êtes couché dans votre lit, vous avez peur. Vous sortez d'une école, vous avez peur. Vous voyez votre enfant prendre le sac de l'école, vous avez peur. Vous sortez d'une mosquée ou d'une église, vous avez peur. Alors, ça, ce n'est pas ce dont les Guinéens avaient rêvé. Mais c'est devenu aujourd'hui le quotidien des Guinéens. On est en train d'accuser un retard inexplicable. Il y a quelqu'un que j'aime bien, parce que c'est bien insister sur les mots. Docteur Dansa Kouma, qui nous a promis une constitution. Mais nous devons nous rendre à l'évidence que si nous attendons Dansa Kouma pour avoir une constitution à Guinée, nous ne l'aurons jamais. Son avant-projet est en train de battre les records. Le record d'utilisation de fonds publics. À un moment donné, il faut qu'on dise à notre docteur que trop, c'est trop. Il y a des choses qu'on avait vraiment rêvé qu'on n'allait jamais vivre maintenant dans ce pays. Quand on a vu, à un moment donné, un général que chacun de vous a admiré au début de cette période transitoire, je vais parler de... Ah, c'est le téléphone de qui c'est? Il a été envoyé ambassadeur. Il est revenu en Guinée. Il a été accusé. Il a été jugé. Il a été condamné. Mais dans tous les pays du monde, quand on est condamné, on va en prison. On va en prison. Mais on est sûr que ce n'est pas en prison qu'il est mort. Un autre officier, le colonel Célestin, qui disparaît une année et quelques après. C'est sa femme inquiète. On appelle pour venir constater si c'est effectivement le corps de son mari. Nos amis viennent décès. On s'inquiète de leur sort. Parce que ça fait plus de 5 mois qu'on ne sait pas où ils se trouvent. La justice nous dit qu'elle ne sait pas. Le gouvernement nous dit qu'il ne sait pas. Pourtant, on nous a dit que c'est des pick-up de la sécurité, des forces de sécurité de ce pays qui avaient été au domicile d'Oumar Sylla pour les arrêter. La situation est tellement grave que quand le gouvernement a ironisé en disant qu'un adulte a le droit de se perdre volontairement, à la CPR, on a compris que nous étions devant une situation grave. Et donc, pour ajouter à tout ce que je viens de décrire, c'est maintenant un gros mensonge qu'on veut nous préparer. Il ne sera jamais aussi grand que les mensonges que le professeur avait l'habitude de nous dire.
Parce qu'à un moment donné, le professeur nous avait fait croire que même sa caution de 2020, ce n'est pas lui-même qui avait payé, ce n'est pas le RPG, c'était les femmes de Avaria qui avaient payé. C'est la même chose malheureusement que le CNRD a commencé à préparer. Les tournois qu'on est en train de vivre ne sont pas spontanés. C'est des tournois accompagnés de billets de banque. Vous avez vu le président du bloc libéral faire un SOS pour une école de Kaya. Kaya, c'est dans Gawal, en banlieue de Gawal. C'est une école, nous avons un répertoire de centaines d'écoles qui sont dans le même état que l'école de Kaya. Vous savez qu'on a fait le tour de la Guinée. On a visité toutes les préfectures, toutes les sous-préfectures. Et beaucoup de sous-préfectures, c'est à moto qu'on est allé. Donc on connaît la réalité sous-préfecture. Alors lorsqu'on a entendu qu'on veut créer une situation pour que l'on dise que c'est le peuple de Guinée qui a fait une chose, je continue à donner le bénéfice du doute. Parce que quand je vois encore l'interview du général Doumbouya avec Foka, je me dis, il est de bonne foi. Mais en Guinée, pour rester de bonne foi, il faut fermer les oreilles aux gens qui viennent chuchoter dans notre oreille. On est le plus beau, on est le plus intelligent, on est le plus intègre. Il y a un monsieur sur les réseaux sociaux qui se fait appeler Koro. Un jour, il m'a fait rire, ce jour-là, c'est lui qui a fait ma journée. Quand il y a un grand chanteur qui a le nom lié à Paris, a chanté pour le général. Il est allé prendre la vidéo de ce même chanteur quand il appelait Alpha Papa. Et dit, Koro a dit que la fidélité de ce chanteur ressemble à celle d'une demoiselle de la légende de passage. Et il a rappelé que les mêmes personnes qui aujourd'hui disent au général Mamadi Doumbouya, si vous quittez, le pays là va tomber dans les mains des mécréants. C'est eux-mêmes qui le lui avaient dit il y a quelques années. Et aucun d'eux ne se pose la question aujourd'hui, quel est le sort d'Alpha. C'est pourquoi je continue à donner le bénéfice du doute au général. Qu'il n'aille pas sur ce terrain. Qu'il reste derrière sa parole de soldat. N'oublions pas que quand le général est arrivé, il était encore colonel. Il a prêté serment. Il a mis la main sur les livres saints de ce pays, le Coran et la Bible. On ne blague pas avec tout. On peut jurer sur la Constitution et appeler la Constitution après un chiffon, mais on ne jure pas sur la Bible et sur le Coran et penser que si on fait le contraire, Dieu va nous accompagner. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi je continue à inviter le général de ne pas aller vers eux. La communauté internationale, elle est devenue indifférente. Aujourd'hui, on a l'impression que chacun, c'est des intérêts qu'on a à sauver ici. Mais ce n'est plus le droit des Guinéens, ce n'est plus les droits et libertés. Et c'est ce qui fait en fait que l'Afrique bouillonne aujourd'hui de l'intérieur. Si on a AES aujourd'hui, c'est parce que les gens se sont rendus compte que les donneurs de leçons n'en sont pas un. Car en réalité, ce qui intéresse, c'est beaucoup plus les intérêts stratégiques, géopolitiques, matériels, mais pas véritablement la démocratie telle qu'on l'a. Alors donc, tout cela nous permet de résumer que la période transitoire en Guinée est dans l'impasse.
c'est dans l'impasse. On a connu par le passé des périodes transitoires qui se sont soldées, qui ont été caractérisées par des drames. Le souhait des Guinéens, c'est qu'on n'en vive plus. Qu'on n'en vive plus. C'est pourquoi nous faisons cette conférence pour demander une rectification de cette période particulière avant qu'il ne soit trop tard. Une renégociation de la deuxième phase de cette période transitoire que nous voulons courte, dirigée par un gouvernement de mission et qui va avoir des missions précises à accomplir. Donc, entre autres, prendre l'une des constitutions qui ont été les plus consensuelles, si ça a besoin d'un toilettage, en 2 semaines peut-être cela peut être fait et soumis au référendum. Je pense par exemple à la constitution de 2010. Parce que celle de 2020, le projet qui a été soumis et ce qui a été publié, il y a un océan entre les deux. On ne sait donc pas, en 2020, quel était vraiment le texte constitutionnel dans nos pays. On ne peut pas donc demander qu'on réhabilite une constitution qui est vraiment dans le noir. Mais celle de 2010 peut être réhabilitée pour permettre aux Guinéens d'aller vers un retour à l'ordre constitutionnel. Et cela passe aussi par une révision du fichier électoral pour doter la Guinée d'un fichier. Au début, nous avions cru, parce que très honnêtement, quand nous avons écouté l'agenda du CNRD, la coalition CPR se reconnaissait dans tout ce qui était dans cet agenda. Et tout cela est encore d'actualité. Parce qu'aussi longtemps que nous serons dans un pays comme dans la jungle, nous ne pouvons pas développer ce truc. On s'est mis à rêver qu'au sortir de cette période transitoire, on aurait chaque Guinéen identifié, qu'il ne serait plus possible en Guinée de se cloner. La conséquence du clonage, demandez à tous ceux qui ont dirigé le ministère de la fonction publique de notre pays. Quand j'étais encore jeune enseignant, à 24 ans, j'ai commencé à enseigner à l'école normale supérieure de Mania. À ce moment-là, on cherchait déjà à savoir combien il y avait de fonctionnaires dans la fonction publique de la Guinée. Ça, c'était en 87. Aujourd'hui encore, on cherche à savoir combien il y a de fonctionnaires dans la fonction publique. Parce que simplement, en Guinée, on peut se cloner le nombre de fois qu'on veut. Beaucoup de ceux qui sont aujourd'hui à la fonction publique, ils sont nés après avoir obtenu leur diplôme. On a pensé que ça serait derrière nous. On a pensé que le mensonge qui a toujours été dit aux Guinéens, qu'on peut les protéger, on a une direction de la protection civile, que je considère être un gros mensonge. Parce que vous ne pouvez pas protéger quelqu'un dont vous ne pouvez pas situer, localiser à l'instant T où il a besoin de protection. On avait rêvé que cette période transitoire nous permettrait d'avoir cela derrière. On avait rêvé que le peuple des Guinées, l'habitat de ce pays, qu'on serait mieux compté pour qu'on sache combien nous sommes, combien il y a de femmes, combien il y a d'enfants, combien il y a d'adultes. Parce qu'il faut qu'on connaisse cela pour bien planifier le développement de notre pays. Mais c'est devenu du brouillard. On avait rêvé que toutes les corrections pouvaient être faites pour avoir une constitution qui nous ressemble pour nous rassembler. Malheureusement, cette constitution qui nous ressemble pour nous rassembler ne semble pas vouloir sortir. Et
Voilà toutes les raisons pour lesquelles nous avons pensé qu'il faut aujourd'hui faire, n'est-ce pas, une rectification en sauvant ce qui peut être sauvé. Mais en se disant, si on ne s'assoit pas autour de la table pour renégocier la deuxième phase de la période transitoire, eh bien, on peut risquer de connaître encore d'autres drames dans notre pays. Nous venons d'en connaître un au sud. On est encore loin de savoir combien de personnes y sont mortes, combien de personnes sont entre la vie et la mort. On nous a promis une commission d'enquête. Elle est en train de travailler, on ne sait pas. Sous d'autres yeux, quand une commission d'enquête est mise pour des drames comme celui-là, au moins une fois par semaine, on vient devant vous, les journalistes, pour dire nous avons commencé. Est-ce que le bilan a évolué? Est-ce qu'on a parlé des gens qui sont perdus? Si quelqu'un est perdu en Zéro-Corée, ça fait plus de 2 semaines. Si elle n'est pas encore retrouvée, on ne l'a pas encore trouvée dans un centre de santé, dans un hôpital, quelle conclusion peut-on tirer? Est-ce que quelque chose est en train d'être fait? Nous avons besoin, n'est-ce pas, pour assurer la continuité donc, de l'État, redresser la gouvernance, mettre en place un gouvernement d'union nationale qui devrait être la conséquence, n'est-ce pas, du dialogue que nous appelons de toutes nos forces. Celle-là, il faut mettre tout en œuvre pour que tous les acteurs aient la confiance minimale pour être autour de la table pour parler de la Guinée et négocier la sortie de cette période transitoire, parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus dans quoi nous sommes. Les uns nous parlent de refondation. Moi, je ne sais plus c'est quoi ça signifie. D'autres nous parlent de Simandou 2040. Voici un autre gros mensonge qu'il faut que les Guinéens comprennent. Rio Tinto est arrivé en Guinée en 1997. Rio Tinto est arrivé en Guinée en 1997. Vers la fin des années Lansana Conté, c'était les femmes de Lansana Conté qui négociaient avec les compagnies minières pour avoir le bloc 1, 2, 3 ou 4 sur Simandou. BRGR en a eu 2 blocs. BRGR est passé par le Brésil, voire Vallée, qui a accepté de mettre dans sa poche 2 milliards et demi, après avoir dépensé quelques millions de dollars de la corruption. Beaucoup de personnes avaient commencé à rêver vers la fin des années Lansana Conté que Simandou en fait serait exploité. On n'a pas encore vu Simandou exploité. Lorsque le CNDD est arrivé, on avait aussi parlé, rien n'en a été. Mais attendez, Albert Einstein a dit que vous ne pouvez pas faire la même chose tout le temps et attendre un résultat différent. C'est la politique. Le vrai problème que les Guinéens doivent comprendre, la vraie réalité que les Guinéens doivent comprendre, c'est quoi? Rio Tinto, c'est une compagnie minière qui est fondée par des personnes comme vous et moi, qui ont mis leurs épargnes dedans. Rio Tinto est sur une économie de marché. Sur une économie de marché, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est quoi la loi de l'offre et de la demande? Lorsqu'il y a une grande demande, par exemple du minerai de fer, vous pouvez, n'est-ce pas, exploiter toutes les mines de fer dans le monde, vous allez avoir un prix pour vos mines, parce que la demande est grande. Mais lorsque la demande est petite, quelle raison avez-vous de déverser davantage de mines sur le marché qui ne valent pas?
le plus grand consommateur d'acier, c'était la Chine. Mais pour ceux qui savent lire les chiffres des marchés, ils savent. Est-ce que les gens croient que les investisseurs de Rio Tinto, de BHP Billiton, de Vale, ce sont des gens qui n'ont pas de cerveau? Ils vont ouvrir Simandou, qui a la meilleure réserve mondiale de fer, au moment où le prix du fer est en chute libre sur le marché international. Il y a une autre réalité que les Guinéens doivent comprendre. Parce que cette fois-ci, quelle que soit la grosseur de ce mensonge, nous n'allons pas croire. Même si Alpha nous avait dit qu'en Guinée, plus le mensonge est gros, plus les gens y croient. Donc très honnêtement. Limba, une autre montagne qui contient du fer. Nous l'avons en partage avec le Libéria et la Côte d'Ivoire. Lorsque les CEO se sont tenus à Kigali, il n'y a pas longtemps, le président actuel du Libéria a pris la parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Quelque chose que les Guinéens que nous sommes devrions entendre, intégrer. Il a dit, nous aussi, nous avions du fer sur Liban. Mais nous l'avons complètement exploité au moment où notre peuple n'a pas encore de l'eau potable, n'a pas encore à manger. Ça, c'est une parole. On dit, si on a pris déjà un carat de diamant, on prendra un jour le dernier. Si on a déjà pris un gramme de bauxite, un gramme de fer, un jour on prendra le dernier. Mais il faut se poser la question, ce jour-là, que deviendront nos enfants? Parce qu'on n'aura absolument rien fait pour diversifier notre économie. Nous sommes un scandale agricole. Il suffit qu'on en fasse une priorité. Beaucoup de maladies dont nous souffrons, c'est des produits périmés qu'on déverse à Guinée. À un moment donné, même le carburant, on nous a dit que c'est un carburant périmé ou un carburant, un mauvais carburant. Les scandales, ça poisonne. Le dernier en date, c'est la douane. J'ai dit au président Mamadi Doumbouya, il y a des choses réelles à faire. Des choses dont le peuple de Guinée attendait de vous. Ce n'est pas du matérialisme. Non. Moi, quand je regarde Mamadi Doumbouya, je ne vois pas en lui un apprenti de matérialisme. Donc, s'il doit commencer à apprendre le prince maintenant, il ne va pas s'en sortir. Il ne va pas s'en sortir. Voilà quelques idées que nous voulions vous avancer. Les amis sont là peut-être pour me compléter, parce qu'ils ont lu le document que vous aurez l'intégralité. Mais je résume en disant que cette venue devant vous, c'est pour interpeller clairement le président. Parce que lui seul peut taper sur la table et tout le monde va se mettre au pas. Non. Il faut qu'il reste fermé à toutes les petites idées qu'on vient de mettre dans la tête. Qu'il mette le focus, comme il a promis aux Guinéens que la justice soit une boussole. Il peut encore sortir par la grande porte. Il peut encore sortir par la grande porte. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour lui donner une chance de sortir par la grande porte. Parce que s'il se laisse aller, il ne pourra pas. Parce qu'il a déjà juré sur le Coran et sur la Bible qu'il est venu pour assainir et il s'en ira, il ne sera pas capable. S'il dit le contraire, je ne suis pas Dieu. Mais je sais que c'est Aristote qui avait dit, si je vais à l'église, Dieu n'existe pas, au moins c'est un exercice. On ne blague pas avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Cher ami, qui était là,